Bonjour à tous et à toutes. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui, en physique et distanciellement également. Alors effectivement, la présentation est assez claire. Ce qui s'est passé concrètement, c'est que je terminais un essai de philosophie au moment où on a fait l'appel au texte pour ce colloque. Et cet essai de philosophie parle du rapport entre le message communiqué lors de la crise de la Covid en Belgique et la façon dont ça a été reçu par la population. Le tout à la sauce philosophie des sciences, c'est-à-dire voir quelle est l'épistémologie du message, comment est-ce qu'il a été transmis également. Et donc, quand le colloque a été annoncé, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que dans les transitions environnementales, il y a aussi une question de transmission d'un message scientifique qui est aussi mis en doute en permanence par des scientifiques eux-mêmes. Donc on retrouve un peu la même formulation, et il y a également une série de tensions qui naissent de ça, mais qui naissent aussi de la réception, et c'était un des points de départ de mon essai, la réception qui est due à l'anxiété générée par l'annonce du message. Et donc le point de départ, c'était de répondre aux deux questions. C'était ça, après avoir constaté que le message passait mal au niveau de la Covid et que je me demandais comment faire pour que ce message soit mieux perçu, mieux compris et être mieux communiqué par la suite. J'ai après un certain temps, je me suis dit, tiens, il y a un modèle qu'on pourrait peut-être essayer, et c'est ça l'hypothèse que j'ai prise. Le modèle, c'est de voir est-ce que par hasard, on ne retrouve pas le même système dans un colloque singulier. Le colloque singulier, non pas celui du roi pour les Belges ici, mais le colloque singulier du médecin qui annonce une maladie grave, voire mortelle à un patient, et ce patient donc est mis face à une réalité qui va le déborder assez rapidement, qui va générer de l'anxiété, de l'anxiété ou de l'angoisse. Et la façon dont le patient va réagir à cette annonce va dépendre principalement, et je vais y venir tout de suite, de l'acquis, ce qu'on appelle la littératie, c'est-à-dire la façon dont il peut comprendre le message, dont il est capable de comprendre au moment où il reçoit le message, comment il le comprend, et ensuite comment il va soit l'accepter pour entraîner un changement dans son comportement, ou bien le refuser. Parce qu'il y a des gens qui vont accepter, d'autres qui vont refuser, en fonction de ce qu'ils ont comme acquis. Alors, cette hypothèse de travail, je l'ai appliquée à la Covid, mais alors sur base de quoi j'ai retravaillé les différents textes de philosophie des sciences, évidemment. Donc, je n'ai pas fait des recherches sur le terrain, moi, j'ai tout retourné dans mes livres. J'ai eu la chance de tomber sur un rapport du SPF, pardon, parce que c'est le ministère de la Santé, en fait, hein, qui a écrit un rapport il y a quelques années qui exprime comment justement réaliser un bon colloque singulier, si j'ose dire. Il y a une série de recommandations, je vais vous les présenter. Et également, j'ai fait une sorte de revue de presse, mais non scientifique, c'est-à-dire je regardais un petit peu comment l'angoisse se transmettait, quels étaient les conflits qui apparaissaient un peu partout entre les différents experts. Voilà, donc ça c'est pour les différentes sources que j'ai pu mobiliser. Bon, voilà. Oui, j'espère que ça va fonctionner. Est-ce que c'est avancé? Ah oui, ça a déjà avancé. Alors. Oui, mais en distanciel, ça ne bouge pas. Bon. Et moi, sur moi, je ne vois rien qui change non plus. En fait. Je ne vois pas sur l'écran, ça ne change pas. Bon. Alors, donc l'introduction, c'était bien de vous demander comment présenter une très mauvaise nouvelle à la population d'un pays. Dans un point de départ, c'était la Covid, mais ça peut aussi être la transition climatique, puisque ce sont aussi de très mauvaises nouvelles. Et comment susciter dans l'angoisse, et c'est vraiment ça le point de départ, c'est de tenir compte de l'angoisse de la population. Parce que je pense que ça n'a pas suffisamment été pris en compte. On a vu apparaître les psychologues longtemps après le début de la crise, et à ce que je sache, dans les communications environnementales actuelles, il n'y a pas de prise de parole des psychologues, ou très peu, alors que les messages qui sont proposés, et l'éco-anxiété en est un témoignage direct, les informations qui sont annoncées génèrent une angoisse qui va compliquer la réception de l'information. Alors, j'ai inventé un modèle qui s'appelle le savoir officiel,
comment le communiquer et quels sont ses impacts. Et donc, à 3 degrés, je vous ai déjà parlé. Ce savoir officiel, je vais le décliner sous la forme de Breaking Bad News. Ça, c'est le terme scientifique qui désigne le colloque singulier pour l'annonce de nouvelles dramatiques. J'ai décliné ce savoir officiel surtout dans la crise de la Covid, ça c'était mon point de départ, mais également dans les transitions. Et je vous donnerai quelques pistes d'amélioration. Voilà, alors le savoir officiel, quel est-il? C'est toujours, et c'est le cas aussi bien dans le colloque singulier que dans la crise de la Covid, que dans les transitions écologiques, c'est toujours un mélange, d'une part, d'un énoncé de scientifique et d'autre part, d'une décision politique. Alors, dans la Covid, c'est très clair. Hein, on voit bien qu'il y a des scientifiques qui vont proposer des décisions à des politiques, et les politiques vont se baser ou pas, mais en tout cas, il va y avoir un mélange des deux. Et une fois que c'est généré, eh bien, on a là un savoir officiel qu'il va falloir transmettre. Alors, si c'était de l'information pure, il ne faudrait pas tenir compte du récepteur, mais comme justement le récepteur, la façon dont il va recevoir le message, va impacter sa vie et va surtout impacter son comportement, eh bien, il faut bien là entrer dans la communication, puisqu'on tient vraiment compte de la façon dont le récepteur va interagir avec l'information, au niveau même psychologique. Donc, ça, je vais le dire. Hein. J'espère qu'on voit apparaître ça maintenant, ou pas, toujours pas. Mais en fait, Donc, je peux peut-être faire une demande de contrôle pour moi le faire. Donc, enfin, en gros, ici, je définis ce qu'était le savoir officiel, toujours un mélange de discipline scientifique et de décisions politiques. Alors, on pose la question de savoir, est-ce que dans le colloque singulier, il y a un mélange des deux? Oui, puisque, en fait, le médecin, même quand il nous annonce un diagnostic et le traitement, est lui-même tenu par une série de décisions politiques. On ne peut pas réaliser un scanner toutes les semaines. Ce n'est pas uniquement pour des raisons scientifiques, c'est aussi pour des raisons purement politique, parce qu'il n'y a pas les moyens, la sécurité sociale n'étant pas infinie, il y a un rapport entre les deux. C'est pourquoi le savoir officiel, je vais le conserver. Alors, ce savoir officiel va générer des tensions épistémiques. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, la science qui est ici mobilisée est une science qui est la nôtre, hein, c'est la science contemporaine, d'ici Descartes, qui a alimenté tout le 19e, tout le 20e siècle surtout, et cette science n'est pas neutre épistémologiquement. Et donc, si je n'arrive pas de la critiquer, je suis favorable à ces 3 éléments, mais il faut bien reconnaître qu'à la fois elle est déterministe, elle est réductionniste et elle est positiviste. Alors, en gros, déterministe, ça veut dire qu'elle va toujours chercher la cause aux événements. On ne peut pas, en sciences contemporaines, décider qu'il y a une cause qui vient de nulle part. Pourquoi les anges, pourquoi les planètes tournent, par exemple, parce qu'il y a des anges qui souffrent dessus, ça ne va pas. Ce n'est pas des explications qui seront déterministes. Il faut une vraie cause. Il faut également la science est réductionniste, c'est-à-dire qu'elle estime qu'elle est capable de réduire les phénomènes complexes à des éléments simples. Hein, c'est ce que vous avez fait toute cette matinée. On va rechercher les différents éléments dans les sources de données, etc. On ramène à des éléments, si possible, mathématiques in fine, pour avoir une solidification de la discipline. Et enfin, elle est positiviste. Ça, c'est l'élément qui est le plus pénible peut-être à entendre pour les non-scientifiques, c'est que le discours scientifique estime que son discours dans sa discipline, dans le champ de sa discipline, son discours est le plus performant. Donc si vous parlez avec un médecin, il n'acceptera pas que, je ne sais pas moi, un sophrologue lui explique comment réaliser des scanners, ou un mathématicien n'acceptera pas que ce soit un historien qui vienne lui expliquer comment on fait des mathématiques. Donc il y a une prédominance du discours scientifique, et du discours scientifique dans sa discipline par rapport aux autres disciplines. Alors, ça n'a l'air de rien, en fait, c'est acquis, et c'est acquis par le médecin qui vous parle, c'est acquis par les experts qui vous parlent sur la télévision, et c'est acquis par les scientifiques qui vous parlent de transition climatique, mais ce n'est pas acquis par la population. Parce qu'il faut se rendre compte que le cheminement de cette science qui s'est construite petit à petit dans nos sociétés a systématiquement balayé d'autres schémas représentationnels qui sont toujours présents. Alors, on pense évidemment dans un premier temps aux religions, mais il n'y a pas que les religions, toute une série d'autres disciplines pseudo-scientifiques continuent à coexister et qui apportent des réponses elles aussi. Alors, et donc pour reprendre le colloque singulier, en fait c'est peut-être le plus facile pour le comprendre. Vous recevez une mauvaise nouvelle, une maladie que vous ne connaissez pas du tout, eh bien vous allez croire votre médecin, mais vous allez peut-être aussi aller voir sur Internet
Donc vous voyez la même chose que ce qui va se produire avec la transition et le Covid. Vous allez voir sur Internet, vous allez voir des tas d'autres personnes qui vont vous expliquer que cette maladie, en fait, soit n'existe pas, soit qu'on peut la soigner avec des plantes, ou bien qu'on peut la soigner. Vous pouvez trouver tout ce que vous pouvez imaginer, y compris dans votre propre famille, des gens qui vous diront, bah oui, mais un tel aussi, il a eu ceci, il s'est soigné comme ça, etc. Et donc vous voyez que la discipline scientifique, elle, va dire nous sommes les meilleurs au fond de notre champ de connaissances. Mais que face à ça, la population a toute une série d'autres explications disponibles, plus encore avec les réseaux sociaux, et que ça génère des tensions parce qu'à un moment, ben, on ne sait plus qui dit le vrai dans cette histoire. Voilà, alors, le champ de l'action, c'est un petit élément que je voudrais dire aussi, c'est que d'une part, l'expert, effectivement, n'est expert que dans son domaine. Et là, je voudrais couper l'herbe sous le. Couper l'herbe, plutôt une patte à un canard. Boiteux déjà. C'est pas parce qu'un expert vous dit que vous ne pouvez plus boire de vin, par exemple, que pour autant il n'aime pas le vin. C'est pas parce qu'un expert vous dit que vous ne pouvez plus aller en boîte de nuit que pour autant lui-même est un type qui n'aime pas la fête. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête aussi. Ça permet d'éviter de se dire, mais tous ces types, tous ces experts sont en fait vraiment des gens qui sont des petits nègres et ils ne sont pas là pour vivre avec nous dans la société. Alors, autre tension épistémique qui a été gigantesque et dont il faudra tenir compte, c'est le rapport qu'il y a entre la différence de la conceptualisation statistique qui nous a été servie et qui est servie également dans les transitions climatiques et la perception réelle de ce qui se passe. On a beau dire que les probabilités font que vous risquez de taper la Covid, donc on risque d'avoir des réchauffements climatiques, on ne voit rien, ça ne se passe pas, qu'est-ce qui se passe. Donc il faut voir que cette tension-là n'est pas neuve en science, et que l'avènement des statistiques est quelque chose de relativement récent. Si vous prenez le 19e siècle, par exemple, il y avait encore des conflits entre des scientifiques de haut rang qui disaient les statistiques en fait devraient rester dans leur domaine c'est les jeux. Mais ils ne devraient pas commencer à s'occuper de ce qui se passe dans la vraie science. De la même façon que, et on l'a vu au début de la crise de la Covid, il y avait des scientifiques, et on l'a vu aussi dans la question du réchauffement climatique, les sciences dures qui n'acceptent pas, ou qui acceptent peu, ou qui acceptent peu, l'idée qu'on puisse dire peut-être que ce sera 20%, peut-être que ce sera 25 ou 30 ou 35%, on ne peut pas le dire avec certitude. Et face à ça, si vous envoyez une sonde vers Saturne, vous ne vous attendez pas à ce qu'elle arrive sur la Lune. Donc on voit bien qu'il y a dans la perception même de la science, deux sciences qui sont, deux sciences, plus que ça, mais en tout cas les sciences qui sont basées aux statistiques et les probabilités sont des sciences qui sont moins facilement reçues et pour lesquelles on est nettement moins préparé, simplement parce qu'on ne voit pas ça dans l'enseignement secondaire en Belgique avant la fin du secondaire supérieur, et donc c'est des choses qui sont mal acquises. On a peu de notions de ce que sont les statistiques. Voilà, donc comment pourrait-on réduire ces tensions épistémiques? D'une part, et on le verra réapparaître, c'est en renforçant la connaissance. C'est clair que si vous arrivez chez votre médecin qui vous annonce une maladie grave et que vous connaissez déjà un peu le nom de cette maladie, un petit peu ce que ça peut en être, vous aurez plus facile à acquérir les nouvelles informations plutôt que ça tombe dans le vide. Alors, j'ai entendu parler hier de transdisciplinarité. Donc ici, on pourrait se poser la question peut-on introduire dans la multidisciplinarité des disciplines qui viendraient d'autres connaissances, d'autres sagesses, mais qui pourraient renforcer la multidisciplinarité scientifique? Le problème que ça pose, c'est qu'alors, vous allez introduire des notions, vous allez déforcer la démocratie, puisqu'il y aura déjà dans l'apport qui sera apporté, qui sera intégré venant de la science, sera un apport qui sera connoté déjà culturellement. Et ça veut dire qu'on perd une des forces de la science qui est justement sa neutralité. Neutralité qui est pondérée par les caractéristiques contemporaines de cette science qui fait qu'elle est neutre mais pas épistémiquement, comme je viens de vous montrer. Alors voilà un joli schéma qui reprend les trois que ce soit colloques singuliers ou sciences ou Covid. Vous voyez, il y a de nombreuses questions ici posées par la Covid, puisque c'est le schéma initial de mon essai, mais c'est la même chose il y a d'innombrables questions qui sont posées quand vous recevez une maladie grave ou bien quand vous êtes en transition climatique. Il y a énormément de réponses qui vont être fournies, et parmi toutes ces réponses, vous voyez, vous avez
sur la droite, j'ai indiqué celles qui étaient données par l'État et par la science et qui vont former le savoir officiel, qui vont tomber sur le récepteur ou sur le citoyen, que ce soit lors du colloque singulier ou que ce soit en écoutant le Codeco en Belgique ou les décisions d'Emmanuel Macron. Bon, ben, ça vous tombe sur la pomme. Mais vous avez également d'autres réponses qui sont fournies dans la société et qui vous tombent aussi sur la tête. C'est-à-dire que vous avez des sciences non académiques, vous avez des gens qui sont anti-positivistes, c'est-à-dire que derrière ça, les gens qui disent non, la science n'a pas le dernier mot sur la réalité, non, la science n'est pas le discours le plus performant, et vous voyez alors apparaître, assez classiquement, enfin, c'est pas classique, mais logiquement, les complotistes vont aller rechercher là-dedans des justifications à leur propre théorie, et vous allez avoir aussi apparaître des histoires d'États totalitaires, de tout ce que vous pouvez imaginer qui n'est pas scientifique peut s'alimenter dans un très vieux courant, qui est un courant qui en fait, a été laminé, si vous voulez, par la science contemporaine depuis deux siècles et demi, mais qui en fait reste encore présent, parce qu'il reste beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord pour dire que la science est le discours dominant. Et comme en plus c'est renforcé maintenant, c'est apparu au grand jour, ça c'est plus toujours, hein, mais que la science discute avec elle-même en permanence, ces discours ayant eu lieu sur les plateaux de télévision, ça a abîmé l'aura que pouvait encore avoir la science, et donc ça renforce l'arrivée des autres discours qui, eux, ne sont pas tenus par toutes les contraintes de la science. Donc ça peut proliférer joyeusement. Ça, c'est pour l'aspect savoir officiel. Alors, du côté de la communication, j'ai repris deux schémas. Le premier, c'est... donc là, je me suis basé sur des documents de psychologues hein, à ce moment-là, qui montrent bien que quand vous vous sentez malade et tant que vous ne savez pas ce que vous avez, il y a chez vous souvent une idée d'anxiété qui se développe parce que vous ne savez pas encore ce que vous avez. Quand vous avez la réponse de votre médecin, à ce moment-là, l'anxiété va avoir tendance à diminuer, mais le problème, c'est que comme un savoir va vous tomber sur la pomme, vous allez devoir apprendre des choses nouvelles qui vous impactent directement et à long terme. Et bien dans ce cas-là, vous allez avoir une disjonction entre ce que vous savez, entre le savoir qui arrive et ce que vous croyez. Et c'est dans cette opposition entre le savoir et le croire, c'est-à-dire ce que vous acceptez de prendre venant de la science, disons au sens large, dans le savoir officiel, ce que vous acceptez de recevoir, d'intégrer, et la croyance, il ne s'agit pas de croyance religieuse, il s'agit de croyance, toute une série de choses que vous avez imaginées, parce que vous dites que votre papa a aussi cette maladie, qu'il s'en est bien tiré, ou bien votre voisin a eu la Covid et qu'il va encore très bien, alors que pourtant il mange bien son chocolat. Tout ce que vous pouvez imaginer, toutes ces croyances qui vont faire qu'il va y avoir une opposition. Dans cette opposition-là, il y a une violence qui est faite face au savoir officiel, et qui est un frein, qui est véritablement un frein. Voilà, donc ici, je suppose que je suis en retard. Donc ici, j'ai remontré le même principe, il est peut-être un peu mieux développé. Vous voyez, les deux schémas sont les mêmes, en fait. Hein, le colloque singulier, je vais prendre celui des mesures parce que c'est ce qui nous occupe le plus ici. Donc la science et la politique qui, entre elles, vont fournir le savoir officiel, qui va être fourni donc, par des experts. Ça va aller vers le citoyen et ça va passer à travers le canal, ce que j'appelle le canal bimédiatique, d'une part la science, la presse traditionnelle et d'autre part les réseaux sociaux, qui vont, ce canal va en fait va transformer le savoir officiel il va y avoir une transmission directe par la presse, hein, donc quitte même à ce que ce soit simplement des copies-coller de ce qui se dit dans les décisions, mais en même temps vous allez avoir toute une série d'autres interprétations qui vont apparaître, qui vont tomber sur les citoyens. Alors ça va pas aider à la résorption de l'anxiété, puisqu'on ne sait toujours pas ce que ça peut être. Et même si on arrive à avoir le savoir, après, il faut encore faire le conflit entre ce corps extatique, ça veut dire le corps qui vous permet de changer votre comportement. C'est ça qui va vous permettre soit d'aller vers un comportement personnel dans le cas d'une maladie qui va vous permettre de mieux accepter le traitement, ou bien dans le cas de réchauffement climatique, des comportements que vous allez accepter de ne plus faire ceci, de ne plus faire ça. Voilà. Alors, le colloque singulier, mais donc ici c'est bien parce que je suis évidemment avancé. Ici, la maladie grave, c'est le terme générique qui est pris dans ce rapport du SPF Santé publique, donc qui date de 2016, mais pas si ancien que ça, et qui fait des analyses et recommandations et également des réflexions sur les perspectives qui viendrai juste après. Donc la maladie grave, c'est un pronostic qui a un pronostic incertain et qui a un risque d'évolution péjorative, ce qui correspond parfaitement aux trois schémas en fait.
Alors, le diagnostic, c'est le temps de l'acte médical pour identifier la nature et la cause de l'affection. Et donc, dans cette période-là, c'était pour et on voit, par exemple, que si vous devez subir une série d'examens, eh bien, vous n'aurez pas tout de suite la réponse de la maladie qui doit y avoir, mais à chaque fois, vous allez essayer de grappiller des informations. Vous dites, tiens, je vais au scanner, je dois essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'avoir une information du médecin, je dois passer une prise de sang, je vais quand même demander s'il n'y a pas moyen. Et vous voyez qu'il y a cette période, en fait, où on est dans une incertitude qui génère une certaine anxiété, et qui est celle dans laquelle on se trouve pour l'instant, parce qu'on ne sait pas s'il y aura 2 tornades, ou 10, ou 50, et on peut essayer de chercher, mais à chaque fois, on n'aura pas il y a différentes disciplines, mais il n'y a pas ce moment de l'énoncé du diagnostic. Donc on parle aussi du contenu complexe, souvent incertain, dans un contexte hautement émotionnel. C'est le point sur lequel je voulais insister, c'est le contexte hautement émotionnel qui est peu étudié. Alors ceci, c'est pour vous dire, et là aussi la comparaison est assez éclairante, autrefois le patient n'était pas avisé de son état. Quand le pronostic est trop mauvais, donc, disons dans le courant du XXe siècle, le patient n'était pas avisé, on annonçait la famille, mais le patient ne savait pas lui-même. Et puis, surtout à partir de 2002, on est passé au modèle biomédical. Le patient a le droit d'être informé et de ne pas être informé. Donc, il peut demander à ne pas être informé. Et c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte, parce qu'on va le voir un peu plus tard, il y a une série de personnes qui n'ont pas envie d'avoir l'information. Ça ne les intéresse pas. Donc, alors pour des raisons qui sont probablement de croyance aussi, quoi. Donc, mais peu importe, ça veut dire que dans un certain cas, un certain nombre de cas, l'information n'a pas à aller jusqu'aux gens, parce que les gens n'en veulent pas, tout simplement. Et donc, il y a ici une loi, en Belgique bien sûr, qui permet aux patients de dire « moi je ne veux pas savoir ». Une sorte de droit à l'ignorance qui est très aimé par les élèves en classe d'habitude, sur le droit à l'ignorance. Aujourd'hui, on est dans un modèle biopsychosocial, c'est-à-dire que c'est une équipe multidisciplinaire, et donc c'est une équipe multidisciplinaire qui va annoncer la mauvaise nouvelle, et la prise en charge collaborative, c'est-à-dire que le patient est invité à prendre décision, à participer à la décision, ce qui est aussi quelque chose qui est intéressant au niveau du changement climatique. Alors, les deux choses qui sont importantes pour que ça fonctionne bien, pour que le patient accepte son traitement, c'est d'une part la littératie et d'autre part l'empowerment. Alors, ça, visiblement, les recherches montrent qu'on en arrive à ces deux éléments-là qui sont apparemment vraiment essentiels. D'une part, la littératie, c'est tout ce que j'en parlais tout à l'heure, hein, c'est tous les apprentissages de base qui vous permettent de comprendre ce qui est en train de vous arriver. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des statistiques ou des probabilités. Plus vite vous aurez l'information, plus vite vous maîtriserez ça, ou en tout cas vous aurez des éléments de compréhension, plus vite vous pourriez comprendre ce qui est en train de nous arriver. D'accord? Par exemple, ou bien apprendre l'histoire des pandémies, dans le cas de la Covid. Bon, alors l'empowerment, c'est la façon de permettre aux personnes de prendre des décisions par elles-mêmes et d'avoir la littératie suffisante pour savoir ce qu'elles vont faire et leur donner la confiance en elles-mêmes pour qu'elles y arrivent. Voilà, alors il y a un protocole qui a été, mais qui est très peu respecté visiblement, mais qui existe tout de même, et dans lequel vous trouvez 6 points. C'est le protocole pour réussir un colloque singulier, donc si vous étiez médecin, eh bien, il faut mettre en place le cadre de l'entretien. Donc, il ne faut pas faire ça n'importe où, pas entre deux portes. Il faut avoir un endroit qui accepte, enfin, qui puisse servir de lieu pour entendre la nouvelle. Il faut évaluer les perceptions du patient. Donc, quelle est sa littératie? Qu'est-ce que le patient est capable d'entendre? Évaluer son désir d'information. Ensuite, seulement transmettre l'information. Fournir un soutien émotionnel. Et enfin, résumer et établir le plan de traitement. Et quand vous voyez ça, les médecins ne le mettent pas toujours en œuvre parce que ce qui se passe très concrètement, et donc ça c'est expliqué aussi, c'est que les patients, les médecins font comme ils peuvent. Ils ont parfois des délais limités pour annoncer les nouvelles, et donc ils ne savent pas forcément mettre en place tout ça. Mais ceci sont les recommandations qui sont faites par le ministère, et dans lesquelles on voit que si c'était respecté, ça permettrait de faire passer la pilule, si j'ose dire, un peu mieux. Mais regardez, dans le cas de la crise de Covid, regardez ce qui a été respecté là-dedans. C'est-à-dire, en fait, rien. Vous imaginez l'annonce du code éco et vous voyez, est-ce qu'on a mis en place le cadre d'entretien, est-ce qu'on a évalué la perception du patient, est-ce qu'on a évalué le désir d'information, est-ce qu'on a... Comment transmettre l'information, ça, on peut dire que ça a été fait. Ils ont presque eu l'information avant.
Ils étaient renseignés, ils avaient déjà des informations avant d'avoir eu la maladie. Je ne comprends pas ce que vous dites. Non, ben, je vous laisse terminer. Oui, s'il vous plaît, parce que Voilà. vous reviendrez avec cette question. Donc, alors, ce qui est clair aussi, c'est que la majorité des patients souhaitent recevoir des informations positives ou négatives, peu importe, mais avoir les informations sur leur maladie et leur traitement. Alors, au moins, le nom de la maladie. Dans 90% des cas, les gens veulent avoir le nom de la maladie. Pour ceux d'entre vous qui vont chez le médecin avec un enfant, par exemple, essayez de savoir quel est le nom de la maladie de votre enfant, même pour une grippe, hein, ça devient quasiment impossible. Pourtant, dans 90% des cas, on va avoir le nom. Par contre, pour l'évolution de la maladie, ça décline. Donc, il y a plus de 60% des gens qui souhaitent connaître l'évolution. La plupart du temps, ils attendent les nouvelles en provenance de leur médecin propre. Et donc ça permet de construire ce qu'on verra tout à la fin, c'est-à-dire bientôt, ça permet de construire le récit que vous avez appelé hier déjà le récit, un grand récit qui permettrait de faire passer l'ensemble du message écologiste sous la forme de quelque chose qui serait commun. On retrouve ça un peu ici parce que le médecin de famille, ça veut dire aussi le médecin qui connaît l'histoire de la famille. Il connaît, il a soigné le papa, il a soigné la maman, il a soigné les enfants, et donc il est intégré dans l'histoire de la famille, ou de la personne, hein, une famille, mais c'est peut-être la personne. 90% des gens souhaitent une approche personnalisée, qui soit claire, chaleureuse, honnête et longue. Enfin, par contre, donc ça, 90% des gens souhaitent ça. Par contre, le moment où les gens veulent connaître la nouvelle n'est pas aussi clair que ça. Ça peut varier. Mais à nouveau, il est essentiel de laisser le libre choix de l'information qu'ils souhaitent recevoir. Il vous reste 2 minutes. Oui, ok. Alors, ce que je voudrais. Ben, ça va être très bien. Hein. Oui, ça va être très bien. Donc, ça, c'était pour le message officiel. Maintenant, je voudrais passer à la stratégie de communication dans les 3 cas, mais plus particulièrement l'histoire de la Covid. Il y a une communication de crise, évidemment. Mais le problème de la communication de crise, c'est qu'elle cherche à sauvegarder l'émetteur. C'est ça son but. Hein. Ça, c'est pas vous de l'annoncer. Donc ici, il faut voir si l'émetteur qu'on veut sauver, c'est pour ça que je parle des 2 cours du roi, est-ce que c'est l'autorité politique ou est-ce que c'est l'institution elle-même? C'est pas si clair que ça. Qu'est-ce qu'on a eu à faire des communicateurs politiques ou des communicateurs publics? Ça, c'est un élément qu'il faudrait tenir en compte. Et en plus, la communication de crise, elle gère l'urgence, elle ne gère pas le changement. D'accord? Alors, d'autre part, on a une communication publique qui est entrée en ligne de compte, évidemment, mais cette communication publique, comme je le disais tout à l'heure, elle n'est pas neutre. Épistémologiquement, elle n'est pas neutre, puisqu'elle est chargée de déterminisme et surtout de positivisme. Ce qui la rend difficilement compréhensible ou même audible pour une partie de la population non négligeable. Et enfin, il faudra arriver à une communication engageante qui génère le changement et avec l'empathie pour pouvoir permettre la résilience. Ceci, je ne vous l'ai pas dit, mais ce n'est pas grave, parce que vous le saviez déjà. Alors, comment on pourrait améliorer la communication? Eh bien, j'en ai déjà parlé. Hein. Créer un environnement conceptuel élargi, créer le médiateur d'information. Donc, c'est ce qui est recommandé dans le colloque singulier, c'est d'avoir une personne qui rassemble justement les informations, que ce ne soit pas le médecin, mais qui rassemble les informations avec un haut niveau scientifique capable d'expliquer aux patients ce qui lui arrive et qui fait la jonction entre les différentes disciplines, puisque maintenant on est en multidisciplinarité. Ça, c'est une recommandation du texte qu'on pourrait mettre en œuvre également, c'est-à-dire avoir un site, par exemple, un site d'information officiel qui explique les différentes visions scientifiques. Débusquer les biais cognitifs, ça c'est certain. Literacy et empowerment. Alors, je voudrais terminer avec l'histoire du récit collectif, parce que ça peut paraître une bonne idée de se dire on va faire un récit qui plairait à tout le monde. Bon, là, je voudrais parler en tant que philosophe. C'est un truc dont nous, on ne veut plus entendre parler, parce que les grands récits collectifs, on les a chassés pendant tout le XXe siècle, parce qu'évidemment, les récits collectifs, c'était ce qui a obligé la population à être finalement peu autonomes, hein, puisqu'on parle souvent des récits communistes ou religieux, qui ont fait que la science n'est pas... Enfin, il y avait quelque chose qui freinait l'autonomie des citoyens. Donc les grands récits collectifs, en termes scientifiques, on ne souhaite plus trop en avoir, parce qu'il y aura toujours dans la population des gens qui n'adhéreront pas, parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre récit, et qu'on n'est plus capable d'écrire un récit qui va écraser les autres récits, ça ne va pas, c'est pas quelque chose de cohérent. Par contre, et c'est là-dessus que je terminerai, en communication, et c'est la force, en communication, on peut le faire, parce qu'en communication, on peut travailler avec des publics cibles différents.
Et donc, on peut avoir un récit qui serait un récit global, mais qu'on adapte en fonction des publics. Alors, je pense à un truc qui me paraît presque stupide. Je pense à Star Wars, par exemple. On pourrait très bien imaginer que Star Wars, vous savez qu'il y a des gens qui finissent par croire à Star Wars, qui font des et là, vous avez par exemple Dark Vador qui pourrait servir d'un exemple de quelqu'un qui ne veut pas une respiration un peu particulière, qui rappelle un peu le Covidé. Et donc, on pourrait utiliser ce fond-là, celui-là ou un autre, de façon à faire passer le message plus facilement, tout en n'entrant pas dans un nouveau récit collectif qui, lui, va toujours être chargé soit d'une forme de totalitarisme ou d'inquiétude permanente de gens qui se diront on ne va pas être respecté par ce récit collectif. Voilà, je voulais... Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ouvre la parole à la salle parce que nous sommes en retard. La prochaine conférence commence à 11h. Donc, si vous avez des questions. Moi, j'en ai 2. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Virtuelle, pardon. Non. Alors, j'en ai 2 et ça sera très rapide. Est-ce que vous aviez aussi exploré un petit peu la question en médecine du consentement éclairé, qui est un peu qui est un peu questionné aussi par Jean-Bernard Dupuis quand il questionne justement le consentement par rapport à la cause climatique, avec le fait justement que les gens ne sont pas prêts à entendre ces récits ou n'y sont pas préparés, Oui. etc. Donc moi je trouve que c'est une piste intéressante Oui, parce que merci de me moi j'avais questionné cet élément pendant ma thèse, mais c'est vrai que c'était très porté par la médecine et auquel cas Non, je n'ai pas, mais c'est clair quand on dit que une partie de la population ne veut pas entendre parler, ne veut pas avoir d'informations, ben c'est là le non-consentement. C'est là que voilà. Et le fait de faire le lien entre justement ce que vous appelez le colloque singulier, que moi je ne connaissais pas, et le fait de justement faire le lien avec les annonces et l'appréhension du changement climatique, et voilà, d'une certaine finitude en soi aussi, de la mort, on parlait hier aussi, et bien justement peut participer d'une forme de prise de conscience, mais aussi de consentement de ces effets que vous avez éclairés justement par différentes statistiques, littératie, etc. Autre élément, j'ai discuté avec certains médecins, et vous en avez parlé, c'est pas parce qu'un médecin vous dit qu'il ne faut pas boire qu'il ne boit pas, c'est pas parce qu'il vous dit de ne pas sortir en boîte qu'il ne sort pas en boîte. Pour autant, beaucoup de médecins disent que je ne peux pas faire preuve d'empathie en face de mon malade. Excusez-moi, j'ai produit avec le bruit de la porte. Nous attendons pour la session. Ah bon, c'est nous. Voilà. Et l'empathie n'est pas toujours évidente. Non, l'empathie n'est pas évidente, bien sûr. Donc l'empathie n'est pas évidente, mais si en plus on génère des situations qui créent l'angoisse, l'empathie va être quasiment impossible parce que l'individu, la personne va être dans un état tel d'avoir tout le propre numéro. Il y a un biais qui est lié à l'angoisse. Donc l'empathie va être beaucoup plus